WoodRive donne la parole aux acteurs de la société qui nous livrent à leur manière conseils et avis d'initiés. WoodTalk, la French Cloud Discussion. Bonjour et bienvenue sur ce podcast WoodTalk épisode 3, au cours duquel nous accueillons Stéphane Ankawa, directeur général en charge des opérations WoodRive. Bonjour Stéphane. Bonjour Emmanuel. Alors que nous continuons à traverser cette crise sanitaire sans précédent, l'heure est déjà potentiellement un bilan intermédiaire sur la santé des entreprises et leur capacité ou non à avoir pu traverser cette première période de confinement. Je dis bien première parce qu'on ne sait pas très bien où on va. Mesurer les impacts, les changements à court et moyen terme, mais aussi envisager les perspectives positives qu'offre cette situation qui nous oblige à repenser le rapport au travail, l'organisation même du travail et potentiellement le paysage économique français. Autant de sujets pour lesquels donc nous accueillons Stéphane, je le répète, directeur général en charge des opérations chez WoodRive. Alors bonjour Stéphane, bienvenue sur notre chaîne WoodTalk, une série de podcasts réalistes et dynamiques destinés à partager nos expériences avec d'autres entreprises et insuffler une énergie positive en ces temps troublés. Alors Stéphane, ma toute première question, je parle d'énergie positive. Vous Stéphane, comment allez-vous après ces mois de gestion de crise ? Ça va bien. Ça va bien. D'abord, à titre personnel, je trouve que c'était une très jolie épreuve parce que finalement, on est dans notre quotidien, on est dans nos habitudes. Et puis là, tout à coup, le chronomètre s'arrête, la cloche sonne et on nous demande de nous poser des questions. On nous demande finalement de nous asseoir quelques instants pour savoir comment on va pouvoir entrer dans un moment si particulier. Et ça a été aussi l'occasion, à titre personnel, de pouvoir m'organiser différemment, remettre des priorités les unes au-dessus des autres, de pouvoir prendre un petit peu de recul, et puis aussi de économiser ce temps de transport qu'on peut avoir pour aller refaire un peu d'activité sportive et respirer. Donc non, ça s'est très bien passé. Les vacances, j'ai eu la chance de pouvoir un petit peu m'évader. Et je reviens avec vous tous au mois de septembre en pleine forme et avec de l'expérience en plus. Ravi de le savoir et de le constater. Vous parlez quand même d'épreuves. Là, vous parliez du confinement peut-être. C'était vraiment quelque chose qui a étonné tout le monde. Personne ne s'attendait à devoir du jour au lendemain s'adapter à ce point. Oui, je pense qu'à partir du moment où on revoit des fondamentaux comme son travail, son organisation, comme on revoit des fondamentaux familiales, parce que quand vous êtes confiné, je pense comme vous tous, vous devez apprendre à gérer ou à slalomer entre vos obligations professionnelles et puis la vie de famille, et puis le cri des enfants, et puis les devoirs, et puis. Donc oui, il y a une remise en question de notre façon de fonctionner, je pense. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Après, je pars toujours du principe que quand il y a une remise en question, la première étape, c'est un sentiment de peur, un sentiment de comment je vais faire, comment je vais m'organiser. Et puis finalement, derrière, ce sont souvent des bons moments pour pouvoir ensuite, encore une fois, prendre du recul, réfléchir et reconstruire. Et je pense que cette période nous a permis d'accélérer de manière invraisemblable la réflexion autour de certaines thématiques de management, de vie personnelle. Et ça, c'était très intéressant. Oui, alors on va y venir évidemment parce que autant de sujets, je pense, qui intéressent toutes les entreprises qui nous écoutent et les personnes. Mais du coup, revenons sur cette partie un peu particulière que vous avez qualifiée d'épreuve, qu'il a été pour nous tous. Évidemment, a priori, à vous entendre positive, puisqu'on en ressort grandi, je crois. Oui. Et quand on connaît votre taille, c'est dire. À titre personnel donc, toujours, quelles sont les astuces que vous avez mis en place, des petits trucs qui pourraient être utiles aux autres pour garder le cap ? Je pense, sans rentrer dans le détail de l'organisation du travail, on y reviendra parce que c'est important et je pense que évidemment chacun peut partager son expérience, mais vraiment à titre personnel, garder le cap, c'est-à-dire que vous avez dit, effectivement, c'est une période particulière, ce mélange de la vie personnelle, la vie professionnelle, les environnements deviennent un peu poreux, donc comment garder en fait comment garder la juste place du travail, de la vie perso, enfin, est-ce qu'il y a eu des astuces que vous avez mis en place, des petits rituels personnels, de respiration, je sais pas.
C'est-à-dire que d'abord, il y a certaines choses auxquelles je crois et que c'est pas parce que nous allons travailler dans une entreprise ou travailler chez soi qu'il n'y a pas un espèce de protocole de réveil à mettre en œuvre. Moi, je suis quelqu'un qui me lève plutôt généralement entre 6h moins le quart et 6h du matin. J'ai continué sur ce rythme-là. Parce que d'abord, les 2 premières heures de la journée sont quand même les heures où a priori tout le monde dort, et donc vous avez un espèce de calme olympien qui permet de faire des choses qu'on peut peut-être moins faire à d'autres moments de la journée. Après, oui, en effet, je pense que ce qui m'a le plus surpris, c'est finalement cette absence de mobilité. Je ne suis pas très loin de mon bureau, mais néanmoins, je dois marcher entre 4 et 5 km par jour, aller et retour. Quand vous restez sans bouger des jours entiers, vous ne faites plus que 200 mètres par jour, 150 mètres par jour. Et rapidement, le corps vous rappelle à l'ordre. Oui, en effet, ça a été des remises de séances de... Alors moi, c'était du footing, du course à pied. Ça a été effectivement des moments de... Certains appelleront ça l'introspection, la méditation, mais en tout cas, ça a été des moments de caler 2-3 fois dans la journée, des petits moments de retour vers soi. Et puis aussi les lectures. Peut-être que je faisais un peu moins ça ces derniers temps, et de retrouver le chemin de la lecture. Pas forcément des centaines de pages, mais quelques pages utiles qui font que finalement au quotidien, bien ça vous permet de remettre un peu l'église au milieu du village. Donc ça, c'est peut-être des choses que j'ai adaptées par rapport à mon programme des derniers mois. Oui, donc vous avez quelque part voyagé sans vous déplacer. Au J'ai travers essayé, des en tout cas. lectures, au travers de la méditation. Absolument. Parfait, Absolument. très bien. Et du coup, cette période, on va dire un peu d'introspection, on va l'appeler comme ça finalement, est-ce qu'elle vous a appris des choses sur vous, Stéphane? Sur votre résilience? Elle m'a rappelé des choses. C'est-à-dire que j'arrive à un âge assez mature. Hein. J'ai bientôt 50 ans. Évidemment, j'ai eu quelques épreuves dans ma vie qui m'ont fait me poser des questions, comme je pense tout à chacun. Quand on a fini de traverser ces épreuves, c'est comme si finalement l'automatisme revenait au galop, le quotidien reprenait le dessus, et finalement on oublie certaines promesses qu'on s'est faites, certaines finalement activités qu'on s'est promises. Et finalement, je ne suis pas sûr que j'ai appris grand-chose de nouveau. Par contre, ça m'a rappelé à l'ordre de ce que je m'étais promis il y a quelques années. Et l'activité physique, la lecture, de pouvoir prendre un petit peu de temps pour prendre un peu de recul, tout ça, c'est des choses qui sont, je pense, très utiles, et ça m'a été très profitable. Et d'ailleurs, depuis cette période-là, même si je ne suis plus en télétravail, je maintiens ce rythme-là, parce que je pense que c'est la bonne voie entre l'équilibre professionnel et l'équilibre personnel. Une forme d'essentiel à ne pas oublier. Oui, absolument. Très bien. Merci pour ça, merci pour cette transparence. On va peut-être passer du coup à votre vision de l'entreprise, et en particulier d'Oudrive, puisque vous la dirigez. Comment diriez-vous qu'une entreprise comme Oudrive a-t-elle fait face à ce temps d'arrêt ? Quelle est votre vision là maintenant qu'il s'est passé quelques mois depuis ce temps d'arrêt-là ? On va parler du présent, bien évidemment, et du futur juste après. Mais quelle est votre vision de la réaction de l'entreprise face à cet arrêt brutal ? J'ai été extraordinairement surpris. Pour ceux qui me connaissent un petit peu moins, je viens de différents milieux, y compris industriels, y compris logistiques. Évidemment, j'ai pu comparer pendant cette période-là ce que nous vivions, nous, chez Oudrive, avec ce que mes anciens collègues, employés ou hiérarchies vivaient dans d'autres secteurs d'activité. Extraordinairement bien parce que d'abord, on a une entreprise qui est jeune, et cette entreprise jeune, elle a quand même une capacité d'adaptation qu'on n'a plus forcément avec des populations moins jeunes. Le deuxième aspect, c'est que notre entreprise a la chance de travailler sur un secteur d'activité, notamment autour du digital, du numérique, et donc tout ce qui est travail à distance, de manière sécurisée, avec le matériel qui l'accompagne et la connexion qui le permet, c'est quelque chose qui est notre quotidien. Et je dois le dire qu'on s'était même organisé, je me rappelle le 5 décembre, hein, parce que le 5-6 décembre, il y avait des promesses de grève nationale. Des promesses tenues. Et promesses tenues. On avait déjà organisé l'entreprise à se dire, tiens, et si sur tout le mois de décembre, on ne peut plus venir au bureau, alors comment va-t-on travailler ? Donc on était prêt d'un point de vue matériel, là je parle bien d'ordinateur portable, ou quasiment prêt. On était prêt en termes de connexion. On a toutes nos applications qui font le cœur d'Oudrive qui étaient évidemment à disposition, et donc du coup, on a pu,
en 4 heures, j'ai envie de dire, en 4 heures, entre le lundi 16 au soir, je crois, et le mardi 17, on a pu basculer d'un monde complètement physique à un monde où on a vu un à un les bureaux se vider, les gens partir avec leur matériel, avec leurs documents quand il y en avait, leur écran parfois, et rentrer le 17, alors peut-être pas le 17 au matin à 8 heures, mais en tout cas à midi 13 heures, je me rappelle avoir tenu les premières instances de gouvernance que nous avons, et rentrer dans un autre cycle, sans aucune bousculade, sans aucun émoi. On était vraiment dans un autre monde. Et ça, je trouve que l'entreprise l'a parfaitement bien digéré. Alors évidemment, il a fallu s'adapter. Il a fallu probablement adapter certaines règles, notamment de management. Il a fallu adapter certains rituels. Il a fallu apprendre à dessiner en virtuel, alors que parfois on utilise ces tableaux, notamment dans certaines activités. Mais en tout cas, j'ai trouvé que l'entreprise avait joué le jeu de manière extraordinaire. Et en ce sens-là, elle nous a beaucoup appris. Et qu'est-ce qui vous a du coup si surpris, puisque vous nous dites qu'il y avait une forme de répétition générale lors des grèves, que finalement OuDrive permettait d'avoir un matériel particulièrement adapté. Ce n'est pas un site industriel, donc permet aussi cette mobilité-là. Donc finalement, vous faites un constat, une succession de choses qui favorisent tout cela, et vous vous dites extraordinairement surpris. Alors, parce que, vous savez, c'est comme, je ne sais pas si vous cela, mais quand on fait des exercices d'incendie à l'école, il y a la sirène, mais la sirène, elle était tendue. Il y a toujours le copain qui va un peu rigoler dans les escaliers, et puis il y a la bonne blague dans la cour de récré. Au fond, on est en train de faire un exercice d'incendie, mais il n'est pas en situation réelle. C'est la même chose. On a fait une répétition générale, beaucoup plus complexe évidemment, beaucoup plus structurée, avec notre équipe de sécurité qui a validé tout ça, mais lorsqu'on passe à la vraie vie, est-ce que le réseau, est-ce que la VPN va tenir? Est-ce que tous les collaborateurs ont bien leur ordinateur portable? Est-ce que on n'a pas oublié le câble qui relie tel ordinateur à tel écran? Donc c'est tous ces petits détails-là qui font qu'à un moment donné, j'ai compris que l'ensemble de l'équipe du management avait à ce point-là préparé à la répétition que il n'y a eu, j'ai envie de dire, aucun décalage. En tout cas, pas de décalage significatif qui puisse remettre en cause notre redémarrage d'activité. Et c'est ça que j'ai trouvé extraordinaire. C'est de passer de ce monde de test à un monde réel, sans douleur, apparente en tout cas. Comme quoi, préparer la crise, c'est toujours utile. Préparer une crise, c'est toujours très, très utile, oui. Effectivement. Alors, en tant que dirigeant d'entreprise, on va revenir sur ce dispositif de télétravail forcé qu'ont eu à vivre la plupart des autres entreprises. Donc, on va témoigner là de votre expérience, votre regard sur OuDrive, mais peut-être aussi de façon élargie. Vous l'avez mentionné déjà précédemment, vous parliez de management légèrement modifié. Peut-être d'autres aspects dans l'entreprise ont dû être modifiés. Je pense à la communication, au fait d'être peut-être plus activement présent auprès des collaborateurs. Vous, de votre vécu, qu'est-ce qui a changé ou qu'est-ce qui a dû être mis en œuvre d'un point de vue managérial, par exemple, pour garantir cet élan, puisque vous parliez de résilience, de continuité d'activité, garantir cet élan au sein de l'entreprise? Alors chez OuDrive, ou peut-être ce que vous avez pu regarder ou constater par ailleurs, qu'est-ce qu'il a fallu mettre en place en plus de différent pour que ce télétravail soit un succès? Comme je l'évoquais tout à l'heure, je pense que la partie des rituels a été à revoir. Là où peut-être certains de mes collaborateurs avaient des entretiens hebdomadaires, des one-to-one hebdomadaires, dans un certain format, il a fallu passer à un entretien quotidien pour garder le lien, garder le contact. Là où à l'époque, on pilotait des objectifs sur des horizons peut-être un peu plus longs, des notions de sprint, 15 jours par exemple, eh bien, les objectifs ont été plutôt séquencés à la journée ou à 2 jours. Là où on avait, je dirais, un quotidien qui avait une certaine régularité, il a fallu mettre en place certaines instances. Typiquement, on a mis une instance en place qui est la gestion de crise Covid, parce que l'information, en tout cas rapidement à partir du mois d'avril, elle évoluait quasiment tous les jours. Vous avez double pression, c'est la pression de l'entreprise, évidemment, que l'on doit gérer, et en même temps une pression des collaborateurs qui attendent beaucoup d'informations qu'on ne peut pas forcément donner. Donc on a mis en place donc la direction des ressources humaines, la Chief People Officer chez nous, eh bien une cellule pour laquelle on avait en input beaucoup d'informations qui étaient de l'information de lecture, de texte, de benchmark d'autres DRH de notre secteur d'activité pour pouvoir le plus possible être réactif.
Puis après, il y a eu aussi des outils qui ont été installés. Je me rappelle, on a mis une web survey en place pour pouvoir essayer autant que possible de doser le moral des troupes. Est-ce que finalement les gens se sentent bien? Est-ce qu'ils ont suffisamment d'informations? Est-ce qu'ils attendent quelque chose de plus de notre part? Donc il y a eu une façon d'écouter les gens, j'ai envie de dire différente. Et dans certains cas, peut-être qu'on a même plus écouté les gens qu'on l'aurait fait en situation normale parce que on était dans un lâcher-prise obligatoire. Et c'est là qu'on a grandi. C'est tous les préjugés ou tout ce qu'on a appris depuis tant d'années sur le marché du travail qui a été complètement bousculé. Et on a vu grandir le besoin de pouvoir créer du lien en virtuel en faisant confiance aux gens. Et ça, c'est un des enseignements majeurs, je pense, pour moi, c'était de dire, finalement, en faisant confiance aux gens, comment l'entreprise se comporte. Et l'entreprise s'est bien comportée. On n'a jamais été aussi productif dans certains départements comme le produit, comme l'engineering, comme l'IT Ops, que pendant ces mois de confinement. Évidemment, d'autres ont souffert, le commerce a été moins simple. Mais en tout cas, voilà, il y a eu la mise en place de ces rituels-là, et puis après aussi de créer non plus des réunions physiques, mais des webinars où on a essayé d'accueillir nos 400 collaborateurs pour les tenir mensuellement avec Stanislas, notre président, au courant de l'avancée de l'entreprise, des grands changements qu'on opérait, de la gestion du Covid, etc., etc. Donc il y a eu vraiment rien de fondamentalement différent, mais par contre, tout ce qu'on faisait de manière physique, on l'a adapté pour garder un contact, tenir nos collaborateurs informés et finalement leur faire passer le cap avec la meilleure facilité. Et je sais que ça n'a pas été facile pour tout le monde. À vous entendre, en tout cas, c'est un moment qui a été un accélérateur d'autres formes de communication, à vous entendre, et aussi un accélérateur, justement, peut-être de la mise en place de ce télétravail. On va y revenir. Vous parlez beaucoup de la relation avec les ressources humaines, donc ça paraît primordial en cette période, c'est évident, c'est une gestion de crise et une période pendant laquelle il est fondamental que les ressources humaines soient au rendez-vous. Votre relation, je vois à vous, avec votre vision de ce département si important dans l'entreprise déjà par ailleurs, a-t-elle changé, justement? Alors, elle avait changé un petit peu intuitivement avant le Covid, parce que lorsque j'ai dû réorganiser ce département, qui était plutôt avant une direction des ressources humaines, j'ai largement préconisé à ce qu'on passe sur une fonction de type plutôt Chief People Officer. C'était important pour moi de déconnecter la matière humaine, l'homme, les femmes et les challenges que nous avons dans des entreprises comme les nôtres, de la partie, on va dire, technique, qui s'appelle fiche de paie, qui s'appelle contrat, etc. Donc du coup, en accueillant finalement notre nouvelle collaboratrice, donc Sidonie, à ce poste de Chief People Officer, qui, pour la petite histoire, est quand même s'est onboardée pendant le Covid, déjà nous avions focusé sur l'idée d'avoir un département entier qui s'occupe des hommes et des femmes de l'entreprise. Ensuite, évidemment, en s'occupant des hommes et des femmes de l'entreprise qui correspond à peu près à la matière la plus importante de nos actifs, ce sont nos collaborateurs, évidemment, c'était de pouvoir s'en occuper de manière la plus proximité possible, le plus proche possible. Et c'est en ça que je pense Sidonie a joué un rôle clé dans la gestion de cette crise, parce qu'elle était à la fois le thermomètre de notre morale et des peines que nos collaborateurs avaient, et en même temps c'était le thermomètre de l'extérieur, où elle venait capter à la fois des informations gouvernementales, mais aussi des bonnes pratiques qui se pratiquaient donc autour de nous. Et donc cette relation a permis d'abord un onboarding extrêmement rapide. Je pense que le baptême du feu a été extrêmement rapide pour Sidonie, mais en tout cas, son expérience lui a permis de largement dominer le sujet. Et puis enfin, de pouvoir mettre au cœur de notre quotidien, non plus que des objectifs, on va dire, quantifiables, mais notre matière humaine, nos collaborateurs. Et je pense qu'en ça, on a plutôt bien réussi le pari, en tout cas, à en voir les notes qu'on avait dans nos web surveys. Excellent.
Cette expérience, du coup, vous le mentionnez, Stéphane, mettre les collaborateurs au cœur, cette expérience de télétravail, vous parliez notamment d'un socle de confiance qui s'est vu conforté. Mmh. Est-ce que, du coup, cette expérience va imprimer un changement durable, pérenne, chez WooDrive? Est-ce que c'était juste un exercice pendant la crise, ou est-ce que pour vous, cela va avoir des mutations un peu plus profondes dorénavant chez WooDrive? Alors certes, nous sommes encore en période de Covid, donc on essaie de se projeter en période après Covid. Est-ce que, du coup, ces enseignements-là auront un impact durable chez WooDrive? Définitivement oui. Et d'ailleurs, on avait anticipé plusieurs scénarios, mais l'un d'entre eux était le Covid s'arrête. Et donc, on était en place pour, dès le mois de septembre, proposer une charte de télétravail. En 2018, quand je suis arrivé, l'entreprise faisait un peu moins de 6%, de télétravail. Aujourd'hui, on est beaucoup plus à formaliser des chartes de télétravail que nous avons donc actées. Donc, on a 2 chartes. On a la charte intérimaire Covid qui est une adaptation spécifique parce qu'on est encore en période de crise. Et après, il y aura la vision plus durable. À court terme, on a acté et fait acter auprès de nos collaborateurs qu'ils pouvaient faire, sur leur décision, jusqu'à 4 jours de télétravail. Donc là, on parle de 80% de l'activité qui est faite durablement en télétravail. On a proposé un cadre. Et dans ce cadre, il y avait évidemment aussi l'évaluation de la capacité du collaborateur à pouvoir faire du télétravail. Alors des choses très pragmatiques. Est-ce qu'il a une connexion suffisante pour pouvoir s'exprimer à l'extérieur, parce que c'est un commercial qui doit s'adresser à des clients? Est-ce qu'il a des outils suffisamment accessibles pour pouvoir travailler avec les outils maison, avec les environnements de développement ou avec d'autres plateformes? Et est-ce qu'il a aussi un espace personnel pour travailler? Ça, c'est de manière très pragmatique. Est-ce que j'ai un endroit pour travailler? Puis après, il y a l'autre aspect, c'est la seniorité du collaborateur. On peut penser qu'un senior manager est quelqu'un qui est autonome dans sa mission. Quelqu'un qui sort de l'école, à l'inverse, a besoin d'être épaulé. Et donc, d'arriver à évaluer avec le management qui était éligible, merci, pour être en télétravail 4 jours par semaine, sinon au minimum proposer 2 jours par semaine, et un plan d'accompagnement pour pouvoir nous assurer que dans les prochaines semaines, tous ceux qui veulent être en télétravail 4 jours par semaine puissent l'être. Et à l'inverse, on a des gens qui se sont arc-boutés en disant non, mais moi je veux revenir au bureau, parce que pour moi, je préfère croiser 3 personnes que personne. Je préfère avoir mon bureau, je préfère couper entre mon travail et ma maison. Et finalement, eh bien, en offrant cette capacité de 4 jours de télétravail, on laisse aussi la possibilité à ceux qui veulent revenir travailler tous les jours, eh bien, de la possibilité de le faire. Ça, c'est quelque chose de fort. Et puis après, on a cette charte qui est déclinée sur un avenir plus lointain, où de toutes les manières, l'entreprise avancera vers, je pense, un minimum de 2 jours de télétravail par semaine. Vous voyez, on quitte bien les 6% pour arriver à quelque chose qui ressemble à 40%. Donc, factuellement, ça a changé notre façon de vivre. Complètement. Alors, de toute façon, j'imagine que c'est devenu potentiellement une demande des collaborateurs aussi, qui a vécu cette... vous le mentionnez, c'est assez disparate. Il y a des personnes qui veulent revenir au travail, il y a des personnes qui préfèrent actionner le télétravail. Donc, on va définitivement, chez WooDrive, comme dans beaucoup d'entreprises, vous le confirmez, vers un mode de travail assez hybride. Absolument. Par contre, il faut que l'entreprise garde la main, et c'est pour ça que je parle de 4 jours et pas de 5 jours, parce qu'il y a, je pense, un moment important dont on n'a pas forcément conscience, c'est celui de garder le lien social. Et pas social, ce n'est pas qu'amical, c'est aussi professionnel, et aussi l'identité d'une entreprise. Ce qui fait la force d'WooDrive, c'est aussi son identité depuis 20 ans, comme d'autres entreprises bien sûr. Et donc, le fait de pouvoir rassembler, sans discuter, un jour dans la semaine de certaines équipes, totales ou partielles, nous permet aussi de répondre à l'autre enjeu, c'est comment continuer à faire vivre l'identité ou la marque WooDrive, au sens de ses valeurs, au sens de ses points de convergence, et puis aussi de travailler sur des projets transversaux. On a chez nous des projets de transformation d'entreprise qui nécessitent la participation de parfois plusieurs dizaines de collaborateurs en simultané de tout département confondu. C'est impossible à faire en remote. Quels que soient les outils que vous utilisez, c'est impossible. Donc là, il y a un besoin de faire revenir aussi les collaborateurs pour travailler sur les fondamentaux. Une fois qu'on a écarté ça,
Après, effectivement, c'est de la responsabilité des collaborateurs, de leurs managers, pour s'organiser de manière sécurité, hein, au niveau sanitaire du terme, au niveau de l'atteinte des objectifs, et puis leur confort aussi. Du coup, c'est un accélérateur aussi d'indépendance, d'autonomie, d'autonomisation, de responsabilisation managériale. Cette période a permis tout cela également. Vous diriez Oui, ça? oui, c'est même mieux que ça, c'est que j'ai traversé 2-3 entreprises sur les 15 dernières années. On a beaucoup réfléchi, beaucoup investi, beaucoup formé à cette notion d'autonomisation des collaborateurs. Mais je ne crois pas que ça se forme, en fait, ça se vit. Et le fait que la coïncidence du Covid nous offre cette expérience-là nous a permis finalement de vivre une expérience pas intellectuelle, mais de la vivre, de la vivre réellement. Et donc oui, ça nous a fait gagner un temps précieux, et ça nous a aussi beaucoup appris sur nous dans le management et sur finalement la confiance qu'on pouvait attribuer aux collaborateurs. Je ne vais pas dire qu'il n'y a jamais eu d'écart, mais l'essentiel est extrêmement favorable dans ce chemin-là. Donc oui. Un bilan très très positif que vous présentez là. Et puis, c'est passé peut-être quelque chose d'extraordinaire qu'on peut quand même souligner au-delà de ça, c'est qu'on s'est rendu compte dans cette période que le télétravail n'était pas juste une commodité, n'était pas juste un dispositif que les entreprises pouvaient proposer à leurs collaborateurs comme un dispositif attractif, parce que je crois que ça l'est aujourd'hui, on s'en est bien rendu compte, mais le télétravail est en plus devenu un outil totalement indispensable en termes de continuité d'activité. Et dorénavant, je crois que Woodrive, comme toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, vont devoir intégrer le télétravail comme un outil de continuité d'activité, ce qui n'était absolument pas le cas avant. Qu'est-ce que vous conseilleriez, du coup, si vous avez un conseil à donner, ou en tout cas, quel serait votre regard sur ce point-là? Qu'est-ce que vous conseilleriez aux autres entreprises qui n'ont peut-être pas vécu ou peut-être pas eu la même expérience qu'Woodrive, se sentaient peut-être moins préparées et se retrouvent aujourd'hui dans une situation où elles peuvent partiellement revenir au bureau, on y reviendra tout à l'heure, mais du coup, il faut envisager le télétravail comme un dispositif de fonctionnement et de résilience. Donc, oui, alors oui, définitivement. D'abord, le télétravail permet aussi, je m'en suis rendu compte, de régler un problème que nous avons. Dans les entreprises, on va dire, de nouvelles technologies, dont le management et dont la gestion des locaux se veut moderne, on se rend compte que par exemple les open space, qui favorisent beaucoup de choses très positives dans les échanges, dans la captation, dans le fait de capter de l'information, se révèlent aussi parfois très fatigants et ne permettent pas toujours aux collaborateurs de se concentrer comme ils auraient besoin de se concentrer pour faire une certaine tâche. Le télétravail, à l'inverse, permet à un moment donné de couper la présence de l'autre, de se renfermer l'espace d'une journée ou deux sur son travail, et donc d'accélérer. Donc il y a une première vertu, c'est celle, encore une fois, de pouvoir jongler entre ces open space et son outil. Après, je pense que le télétravail est effectivement une continuité et doit faire partie des PRA, hein, des plans de reprise d'activité, si on peut dire ça comme ça, de nos entreprises. Mais comme tout PRA, je pense qu'il faut passer, nous, le management, l'essentiel de son temps sur son organisation et laisser le collaborateur à la confiance de la digestion de cette organisation et lui-même, donc du coup, d'adapter son organisation. C'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas passer l'essentiel de son temps à contrôler ce que font les uns ou les autres, parce qu'on pourra toujours se faire berner et on pourra toujours faire la course à la défiance. Je pense que notre rôle, c'est d'arriver à proposer le meilleur cadre pour que nos collaborateurs aient eux-mêmes l'envie de pouvoir continuer de travailler dans des meilleures conditions et de s'investir. Et je pense que ça, c'est un vrai changement. Alors évidemment, on est dans une entreprise de service, hein, on fait du software de service. La question est plus délicate si je fabrique des boîtes de conserve ou si je fabrique des automobiles. Là, il y a des véritables questions qui tournent autour de la production elle-même des biens, et pour lesquelles, je dois vous dire, je n'ai pas de réponse particulière à vous proposer là. On arrive là sur un débat peut-être largement abordé des inégalités aussi qu'a pu montrer ce télétravail à marche forcée, et effectivement
de la disparité entre les personnes qui étaient en capacité de s'éloigner de leur outil de production. C'est tout un débat, en effet, mais en tout cas, pour toutes les personnes qui ont cette capacité-là, et toutes les entreprises qui peuvent mettre leurs collaborateurs en télétravail, le temps est peut-être à la réflexion de poser ce cadre structurant pour que ça devienne un réflexe en cas de pandémie ou autre risque de cette nature. Et encore une fois, je reviens à ma petite blague sur la grève, mais il n'y a pas que les pandémies. Bien sûr. Il y a aussi des catastrophes naturelles, il y a aussi des grèves. Enfin, il y a toute forme de situation dans laquelle, à un moment donné, si ce n'est toute l'entreprise, une partie de l'entreprise peut se retrouver isolée. Et comment, du coup, je vais continuer à ne pas mettre à risque mon activité parce que je sais, même localement, organiser un déport de mes fonctions, de mes responsabilités à la maison. Et du coup, pour vous, dans ce kit, ce cadre, on a parlé du matériel tout à l'heure, il est évident qu'il faut être doté de PC portable, c'est la base. Vous avez parlé de connexion Wi-Fi, de bonne qualité, de VPN, d'un cadre. Est-ce qu'il y a dans ce kit-là d'autres éléments qui paraissent essentiels ? Oui, parce que tout le travail éloigné pose la question, pour moi, de la capacité à collaborer. Donc là, on parle bien de plateformes ou d'outils, en tout cas, qui permettent d'éditer des documents, qui permettent de collaborer, qui permettent ensuite de les faire passer à son collègue. Voire même, dans certains cas, de le signer pour valider. Quand vous recevez, par exemple, nous, on reçoit environ une trentaine de factures par jour à co-signer. Quand vous n'avez personne au bureau, ces factures s'entassent les unes derrière les autres à l'accueil. Ce qui était intéressant, c'est de pouvoir utiliser des outils de signature électronique, par exemple, sur lesquels on a mis immédiatement en workflow ces pièces, et puis donc, du coup, de pouvoir continuer l'activité. Donc, il y a besoin d'un certain nombre d'outils collaboratifs qui permettent cette continuité-là et qui, en plus de ça, pour la petite histoire, font quand même gagner de la productivité. Mais le deuxième aspect, et je pense que ça, c'est pas suffisamment compris de la part du commun des mortels, c'est la problématique de sécurité. À partir du moment où vous commencez à utiliser de l'Internet, à partir du moment où vous commencez à vous connecter à vos propres serveurs par de l'Internet, vous ouvrez en grand la brèche des problématiques de sécurité. Et on a vu beaucoup d'entreprises se faire ponctionner de la data. Ça allait de la fiche de paye du cadre dirigeant, en passant par le plan stratégique de telle entreprise, etc., etc. Et donc oui, évidemment, dans la préparation de cette envie de travailler, de télétravailler, ne serait-ce que pour des problèmes de PRA, donc de plan de reprise d'activité, il est extrêmement important d'organiser à la fois les outils de collaboration et à la fois le coffre de sécurité numérique qui va permettre de travailler avec ces outils. Je connais beaucoup d'entreprises qui se sont ruées sur des outils que je ne citerai pas, peu importe lesquels. Très accessible, on va dire. Très accessible, pour lequel, évidemment, le marketing de ces entreprises avait fait un travail remarquable. Et se sont vus finalement confier dans ces outils, encore une fois, leur compte mensuel ou des données encore plus sensibles que cela. Donc, c'est là où il faut... ça ne s'improvise pas. Je crois que le télétravail ne s'improvise pas. Le télétravail est quelque chose qui se réfléchit, qui se discute. Je pense que chaque entreprise doit avoir sa propre charte de télétravail. Je ne crois pas qu'il y ait une vocation à avoir une charte nationale de télétravail. Si on comprend qu'on a tout à gagner en faisant confiance à nos collaborateurs et qu'ils nous le rendent si le cadre que l'on propose est suffisamment adéquat. Et puis enfin, si nos collaborateurs comprennent qu'aussi que dans l'entreprise, il y a des obligations, encore une fois, de travailler sur son identité, de travailler sur des projets transversaux. Et voilà, c'est cet échange-là qu'il faut avoir. Très bien. Un juste équilibre sécurisé, en plus. Absolument. Très bien. Alors, Audrey fait partie, on l'a compris à demi-mot au travers de votre témoignage, Stéphane fait partie des entreprises du secteur numérique en général. On en parle beaucoup en ce moment d'ailleurs. Diriez-vous que ce secteur a été quelque peu épargné par cette crise ? Ah oui. Oui. On a été les chanceux. Ne nous mentons pas. À partir du moment où vous travaillez sur des plateformes collaboratives de gestion de données sensibles qui offrent des labels de sécurité qui sont très peu égalés, de facto, vous venez à la rencontre d'un besoin d'urgence qu'ont les entreprises à cette date. Si je prends le simple use case de la signature électronique, imaginez-vous une très grosse entreprise qui reçoit plusieurs milliers de factures par jour. Comment fait-elle pour gérer et payer les fournisseurs, et donc avec des conséquences de trésorerie pour leurs fournisseurs, sans avoir un outil de dématérialisation. Donc oui, effectivement, nous, on a fait particulièrement partie des chanceux qui ont pu non seulement continuer d'accompagner nos gros clients, mais on a eu aussi la volonté de pouvoir trouver des solutions pragmatiques et faciles
pour des entreprises de plus petite taille, donc des moyennes et petites entreprises, pour leur donner d'abord pendant un premier temps gratuitement l'essai de nos solutions, et pour pouvoir se forger une idée sur l'utilité que ça pouvait avoir. Donc oui, on était des chanceux. On a fait partie des chanceux. Et ça va continuer ? Je pense que oui, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, il y a eu une accélération du télétravail, il y a aussi une accélération de la matière qu'on appelle la transformation digitale des entreprises. Peut-être un petit chiffre, il n'y a que 8% de mémoire, il n'y a que 8% des entreprises qui sont complètement dématérialisées en termes de signature, donc c'est très peu. Il y en a environ 46% qui ont des systèmes un peu hybrides entre de la signature électronique et puis du papier. Mais toutes ces entreprises-là ont vu le bénéfice extraordinaire que ça avait de pouvoir en 2 clics valider ou retoquer une facture, un contrat de travail. Donc évidemment, ça va s'accélérer. Ça doit s'accélérer. Après, on voit aussi que les entreprises, d'autres, ont subi vraiment de plein fouet cette crise, et donc elles doivent reprioriser leurs projets. C'est comment finaliser ou abandonner les investissements qui étaient en cours pour nous refocaliser sur une nouvelle urgence qui est la gestion de la dématérialisation dans notre entreprise. Mais oui, ça va durer, ça va s'accélérer. Selon la taille des entreprises, ça prendra peut-être un petit peu plus de temps, c'est certain. Alors, on parle beaucoup de souveraineté européenne. Est-ce que les entreprises du numérique aujourd'hui ont aussi quelque chose de plus à mettre en place à la faveur de cette crise, peut-être ? On a beaucoup parlé de remettre en fait en Europe un certain nombre d'outils de production. Est-ce que ça vaut pour le numérique aussi, même si c'est un secteur bien à part ? Alors, ça c'est une question intéressante, et j'ai envie de dire que la réponse est oui et non. Si vous êtes sur la strate de ces entreprises, du gouvernement, des pouvoirs publics, évidemment aujourd'hui tout le monde se rend compte, qu'il est extrêmement urgent de pouvoir bien gérer sa donnée, de bien en être propriétaire, souverain, et de ne pas laisser dans différents pays plus ou moins exotiques la sous-traitance de cette gestion. Et je pense que ça, c'est typiquement un des messages clés envoyés par le gouvernement en investissant les 3,7 milliards d'euros pour les startups et la souveraineté technologique. Par contre, quand vous regardez plus bas dans l'organisation, les entreprises qui subissent ça, leur premier réflexe, c'est un réflexe d'urgence. Je pouvais travailler en mode physique, je ne peux plus travailler en mode physique. Qu'est-ce que j'ai à ma disposition comme outil pour travailler, pour retrouver mon activité en premier lieu ? Et ça, c'est ce que j'appelle de l'improvisation. C'est-à-dire qu'on a pris toute forme d'outils dont, sans s'inquiéter réellement de savoir où partaient les données, sur quels serveurs elles étaient hébergées, en France, aux États-Unis, en Chine, parce qu'on est dans un mode d'urgence, un mode de crise. La question qui se pose aujourd'hui, je pense de plus en plus pour ces entreprises, c'est une fois que j'ai géré ma crise, une fois que j'ai repris un peu de recul, comment je vais pouvoir continuer à travailler avec des outils performants qui permettent encore une fois de gagner de la productivité, mais en même temps qui me permettent de gérer ma sécurité. Et je pense que plus ça va aller, plus les entreprises vont devoir intégrer cette donnée-là dans leur choix. Alors, des grosses entreprises du service banque, finance, assurance, évidemment, les ont déjà intégrées. C'est le cœur de leur métier. Mais moi, je pense plus à la PME, je pense plus à l'entreprise qui a une fabrication très industrielle et très traditionnelle. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai travail à faire autour de prendre conscience qu'une formule chimique, un savoir-faire particulier pour élever de la levure ou une fiche de salaire d'un collaborateur, c'est quand même un actif essentiel de l'entreprise et que ça peut faire basculer l'activité de l'entreprise dans une difficulté majeure si on ne fait pas attention à ça. Clairement. Alors, vous l'avez mentionné rapidement, on va peut-être y revenir. Un plan de reprise a été présenté, économique, a été présenté par le gouvernement. Oui. Quel est votre regard en tant que dirigeant d'entreprise dans un premier temps, peut-être après en tant que dirigeant d'entreprise d'une entreprise du numérique, sur ce plan ? Est-ce qu'il vous paraît adapté ? Est-ce qu'il vous paraît favorable ? Est-ce qu'il vous paraît positif pour les entreprises, puisqu'on cherche le positif dans tout ça ? Globalement, et je ne voudrais pas rentrer, en tout cas mon propos n'est pas de rentrer dans une discussion de soutien politique ou d'autre, je trouve que objectivement la façon avec laquelle la crise a été gérée, moi j'ai trouvé très satisfaisante.
Il y a eu beaucoup, beaucoup d'aides à des entreprises, hein, peut-être insuffisamment, peut-être que certains sujets auraient pu être améliorés. Évidemment, tout est critiquable. Mais globalement, quand vous êtes un commerce, quand vous êtes une petite entreprise, quand vous pouvez repousser vos échéances, quand vous pouvez déplacer vos dettes fiscales ou sociales, quand on vous aménage un cadre, je trouve que franchement, il y a eu d'énormes efforts qui ont été faits pour la gestion de la crise. Encore une fois, il y a bien des sujets à parfaire, mais globalement, moi, j'étais assez impressionné par cet aspect-là. L'autre aspect, c'était aussi la mise en œuvre. On est toujours accusé en France d'être un État lourd, administratif, compliqué, etc. Moi, je regarde le travail qui a été mis en œuvre chez nous avec donc notre Chief People Officer, Sidonie. Les déclarations, elles étaient plutôt assez faciles. Les réponses, elles étaient plutôt assez rapides. Enfin, on était loin du carcan lourd français qu'on a pu connaître. Donc, il y a un énorme progrès que moi, j'ai pu observer, en tout cas dans le passé. Sur le plan de relance, écoutez, on parle de 10 milliards. On parle de 10 milliards. Et puis, alors, ce qui est surprenant, c'est que quand on se réfère un peu à l'histoire, on parlait de plans quinquennaux à l'époque. Hein, on avait une vision 5 ans, un peu lourde. On mettait peut-être déjà 1 an à structurer ce plan. Aujourd'hui, on parle de plans qui sont sur des horizons de 2 ans, avec des sommes qui sont affectées par chantier et avec une organisation quand même extrêmement rapide. Donc déjà dans la forme et dans les montants qui sont engagés, moi je trouve ça sincèrement colossal. Alors encore une fois, il y a des degrés, des nuances à apporter selon qu'on appartient à une industrie ou à une autre. Mais en tout cas, moi, dans le secteur d'activité qui me concerne, de voir qu'on a pas loin de 7 milliards qui iront d'une manière directe ou indirecte à la fois au numérique, mais jusqu'à aussi le fait de pouvoir s'assurer que la population française ne se retrouve pas dans un isolement total. J'ai d'ailleurs beaucoup apprécié ce terme que j'ai lu qui s'appelle l'électronisme, je crois. J'ai trouvé ça très, très joli. En tout cas, voilà, c'est un moyen de faire basculer la France dans un autre monde. Alors ça, c'est un concept intéressant, en effet, que vous mentionnez là, Stéphane. C'est vrai qu'on se trouve, alors on peut rêver un peu, on va peut-être un petit peu se dégager de la situation actuelle pour se dire que, oui, alors on parle de télétravail, on parle d'une organisation peut-être repensée, on parle de moyens donnés aux régions de s'équiper, hein, notamment en fibre, on parle aussi du gouvernement qui accompagne aussi le développement des transports dans les zones les plus éloignées. Alors, est-ce qu'on n'est pas à l'aube peut-être d'une redistribution de l'économie en France, si on s'arrête à la France, et est-ce qu'on n'est pas face à une situation qui permettrait finalement d'arriver à cette fameuse décentralisation un petit peu de l'économie française ? J'espère. Vous savez, quand j'étais étudiant, ça remonte à quelques années, il était de notoriété publique de lire un livre quand on était en prépa qui s'appelait « Paris et le désert français ». Tous les gens de ma génération ont lu plus ou moins ce livre. Et moi qui ai eu la chance d'habiter en province, comme on dit, que ce soit en Bretagne, dans le sud de la France ou dans le sud-ouest, on le vit ça. Quand vous habitez dans des villes de Bretagne, par exemple, alors là, ici, vous avez des entreprises, des multinationales qui sont créées, mais en dehors de ces entreprises-là, rapidement, on vous fait sentir que le déplacement est plus complexe, que le réseau Internet, c'est pas le même, que finalement, si vous voulez trouver un travail avec une certaine responsabilité, il va falloir plutôt monter à Paris, comme ils disent. Et je pense que tout ça, ça vient aujourd'hui nuire à nos entreprises. Je donne un exemple. Dans le secteur d'activité dans lequel nous sommes, ça devient extrêmement pénible de recruter des devs. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y a de belles entreprises françaises qui absorbent cette matière, ces experts, et tant mieux. Mais aussi, vous avez beaucoup d'entreprises internationales qui utilisent le crédit impôt recherche pour pouvoir, bénéficier d'avantages compétitifs pour recruter nos collaborateurs ou de les aspirer dans leur pays. Donc on a aujourd'hui un problème majeur, c'est de recruter, notamment dans des villes ou dans des capitales régionales, des développeurs. Si demain je suis moins contraint par ça, si demain je peux recruter dans des villes de moins grande taille, voire pourquoi pas dans des villages bien équipés, des collaborateurs qui sont capables de travailler dans nos rituels, qui sont capables de travailler à notre rythme, qui ont tous les outils pour pouvoir se connecter à nos serveurs et pour pouvoir distribuer leur information,
et finalement aussi d'avoir une population qui est finalement satisfaite de vivre là où elle vit, je trouve qu'on a un pari génial à gagner. Donc oui, j'espère que ce plan autour des transports, ce plan autour du numérique va permettre de redistribuer de la richesse en France, et puis peut-être au-delà des frontières aussi. Bien sûr. Et est-ce que vous diriez aussi que peut-être se présage la possibilité pour des collaborateurs qui justement ont cette flexibilité qui leur est offerte par leurs employeurs d'aller se dire finalement je dois me rendre 1 fois par semaine, 2 fois par semaine en région parisienne, je fais le choix de m'en éloigner et d'aller vivre ailleurs également? Mais bien sûr. Et d'ailleurs chez Woodrive, on avait fait ce pari-là. On a un collaborateur qui a une expertise particulière, qui est croate de mémoire. Pour des raisons personnelles, il a dû se rapprocher de son pays. C'est quelqu'un qui travaille aujourd'hui en full remote depuis la Croatie, qui vient en moyenne 2 fois par mois chez Woodrive à Paris, et qui fait un travail remarquable. Je pense que il est temps de réconcilier ces deux mondes. Moi, je fais partie de l'ancienne génération où le travail, c'était une valeur, c'était une quantité. Il fallait travailler 12 heures, 13 heures par jour si on voulait réussir quelque chose. Aujourd'hui, on a des nouvelles générations qui travaillent probablement un peu moins en quantité, mais qui travaillent de manière différente, qui ont une vision différente du monde. Et ce qui est sûr, c'est que c'est ces gens-là qui construisent le monde demain, ce n'est pas des gens de ma génération. Donc si on arrive à réconcilier les mondes entre notre sagesse, notre expertise, et en même temps de commencer à tenir compte de manière significative de la façon avec laquelle ces jeunes collaborateurs, ces jeunes populations veulent vivre, alors je pense qu'on va commencer à avoir une synergie ou une confiance plutôt qu'une défiance. Et c'est ça qui m'intéresse moi dans le Challenge Woodrive, c'est que je suis bordé de jeunes de 23, 24, 25 ans. Ils ont une autre histoire à nous raconter, ils ont d'autres rêves à nous raconter que nous essayons de mettre en œuvre. Donc on réalise les rêves de nos collaborateurs. C'est tout un programme. En tout cas, on essaye. Très bien, on voit qu'il y a définitivement beaucoup de choses positives à dire. Alors évidemment, on ne va pas nier le fait que la crise qui se présente va être forte. Enfin, oui. On n'est pas là pour passer à côté de ça. Mais j'ai envie de vous poser une dernière question, oui. Stéphane. Finalement, donc, on vient d'aborder quelques aspects, quelques sujets. On sait que les temps qui se préparent vont être difficiles, que toutes les entreprises vont devoir probablement faire face à cette crise. En particulier, on sait que les fleurons habituels de l'économie française sont quand même mis à mal. Si on envisage l'industrie aéronautique, si on envisage l'industrie touristique, les services. Donc, heureusement, d'autres entreprises sont là pour, je l'espère, aider l'économie à se redresser. Mais si on avait un dernier bilan à faire, vous diriez quoi? Est-ce que finalement, alors oui, on est en crise, mais est-ce que vous diriez, Stéphane, que cette crise est une opportunité finalement? Quelle est votre conviction personnelle? Je pense que la crise a été une opportunité énorme pour nous permettre d'avancer, d'accélérer le temps sur des questions fondamentales de l'humain, de sa conviction, de ses priorités. Et je pense qu'en ça, on a beaucoup avancé. Après, la digitalisation de l'entreprise aussi. La digitalisation des entreprises en fait partie. Après, il serait temps que cette crise s'arrête parce qu'effectivement, on a un nombre impressionnant d'entreprises, je crois que c'est plus ou moins 200 000 entreprises qui sont dans une tension de trésorerie exceptionnelle, enfin très très grave, et que toute cette économie, elle a du sens que si finalement tout le monde y trouve un peu son compte. Donc je pense que la situation elle est grave, elle va nécessiter de l'entraide, elle va nécessiter aussi, comme le fait l'État, des investissements lourds pour relancer non pas sur les 3 prochains mois, mais sur les 2 ou 3 prochaines années l'économie. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est que si nous sortons vainqueurs de cette bataille, on sortira plus fort de cette bataille. Parce qu'on aura dépassé, on aura changé de monde, on aura dépassé les vieux réflexes qui étaient, je dirais, aux mains des entreprises vers une façon de gérer les entreprises plus moderne, plus flexible, plus en phase avec les collaborateurs et la main-d'œuvre de demain. Non, j'espère vraiment que la crise va se finir le plus vite possible, parce qu'il y a trop d'entreprises qui sont sous tension. Je retiendrai qu'on peut travailler différemment, on peut améliorer aussi notre façon de gérer.
Alors on va s'arrêter peut-être sur le mot finalement japonais Weiji, qui veut dire crise, et qui est donc l'association de risques et opportunités, et retenir que cette crise nous offre pas mal d'opportunités. Merci Stéphane Ancora. Merci beaucoup. Merci. Utalk, la French Cloud Discussion.